le processus, le cheminement de la communication. Alors le processus ou le cheminement de la communication, c'est le chemin que va prendre la direction, que va prendre l'échange de la communication. Donc le processus de la communication ou de l'échange, hein, le processus de l'échange ou le processus de la communication, parce que la communication résulte en un échange, soit avec soi-même si on parle, on fait un monologue, ou soit avec autrui si on fait un dialogue, ou soit avec un groupe si on a une table de réunion, peu importe. Alors, je vous rappelle qu'il y a un contenu, une conscience de la personne qui va émettre ses idées. Il y a une conscience avec des idées sous-jacentes, une pensée ou des pensées, du savoir, voilà, des rêves, comment on appelle ça, des, des idées, des pensées, du savoir, des rêves et de l'historique passé. Des images, on va dire des images du passé. Les images du passé qui constituent un historique du passé. Un historique du passé. Donc, au travers d'un état de conscience, donc on se rappelle, on se remémore de certaines choses et on peut en établir une communication, un échange d'idées, de pensées au travers des images du passé. Etc. Bien sûr. Bien sûr, quand je dis du savoir, ce sont des connaissances. Des connaissances. Donc, il y a un process faire transmettre des connaissances. Bien sûr, ça demande, je veux dire, d'avoir des compétences, par exemple. Des compétences, savoir-faire. Donc là, pour transmettre le savoir, il faut du savoir-être devant un groupe, par exemple, du savoir-faire et des compétences, des connaissances. Bon, les compétences intellectuelles ou manuelles. Les compétences intellectuelles ou manuelles, voilà, des connaissances diverses et ainsi de suite. Alors, généralement, dans le processus de communication, on attribue à un groupe ou à une personne un métier. Un métier. Il y a un métier qui est derrière une personne. Derrière une personne se cache un métier. On va dire un, bon, je cherche après le mot. C'est pas un métier, un titre. Voilà, c'est ça que je cherchais. On attribue à travers certaines personnes, on attribue directement le titre. Donc, par exemple, telle personne donnera cours parce que elle a la capacité de donner cours dans ce cadre de cours. Donc, on aura un titre. On va la personne qui va établir le processus de communication au travers de la transmission de ses connaissances, ben, elle a un titre. On va le présenter avec un ou deux titres, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs titres. Et grâce à ça, ben, elle pourra voilà, pouvoir exercer son métier, c'est-à-dire l'échange dans un domaine qui est le sien, au travers de son titre qui lui est attribué, bien sûr, ses diplômes qu'il a reçus, ses travaux qu'il a réalisés au cours voilà, de ses études, voire de son processus de cheminement, de sa propre réalisation. C'est-à-dire qu'il est devenu attitré parce qu'il a derrière lui un bagage, je sais pas moi, il a écrit des bouquins, il a une expérience, je veux dire, personnelle,
au travers des travaux réalisés et un cheminement qui a été fait derrière. Il y a tout un processus pour devenir attitré et faire confiance à une personne. C'est parce qu'on lui fait confiance, parce que elle a ces expériences qui sont derrière et qui sont attitrées. On lui a donné un titre et il peut exercer dans ce domaine. C'est ça que je veux dire. Et donc il peut échanger dans ce domaine puisqu'il a les connaissances. Et donc il peut, on va dire, à travers ses connaissances, partager ses connaissances. Parce que les connaissances, on en fait un partage. On en fait un partage. On partage ses connaissances, notamment pour d'autres personnes qui désirent avoir un diplôme. Donc on partage ses connaissances pour qu'ils puissent acquérir ces notions et pouvoir passer des examens et réussir ces examens et avoir un titre correspondant aussi, bien sûr, avec une expérience qui est la sienne. Parce que bon, avec les années, l'expérience, plus on exerce, et plus on a de l'expérience, et plus on est voilà, compétent dans le domaine. Et donc, pour faire passer le message, transmettre ses idées, ses pensées, son savoir, il faut évidemment connaître le sujet. Le sujet doit être connu. Bon, on ne va pas demander à quelqu'un qui fait... on ne va pas faire un débat avec quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Donc, il faut la maîtrise du sujet. Et donc, il faut qu'il soit attitré. Pour qu'il puisse parler du sujet. Attitré, bien sûr, avec un domaine de compétences qui est lié au sujet. On peut parler du sujet que si on le connaît, on a travaillé le sujet, on le connaît, on le maîtrise. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à transmettre ses idées, ses pensées, dès le moment où on en connaît les tenants et les aboutissants du sujet. Donc le sujet, c'est le point nodal, le point central de l'échange. Par exemple, dans un débat, on peut traiter plusieurs sujets. Dans un débat, voilà, généralement on a un sujet global, il est globalisant, et à partir de ce sujet globalisant, il y a différents sous-sujets qui vont traiter le sujet global. On va dire ça comme ça. Mais il faut connaître les tenants et les aboutissants de ce sujet globalisant. Alors, il y aura le côté, un côté positif, un côté, on va dire, positif des arguments. Il faut ramener des arguments avec voilà, des aspects positifs. C'est-à-dire, bon, c'est des arguments qui sont clairs, on va dire, qui sont des arguments qui sont clairs, nets et précis. Tout du moins, on peut démontrer leur précision. Parce que bon, parfois on peut avancer des arguments sans être précis, sans être précis sur le sujet. Donc les arguments doivent être aussi... Bon, l'orateur, il fait son travail, mais il y a aussi le travail des personnes qui écoutent l'orateur. C'est-à-dire un auditoire. Si un auditoire, ils doivent vérifier aussi ce que l'orateur raconte, parce que parfois, l'orateur peut se tromper aussi. C'est pas parce qu'il maîtrise le sujet qu'il n'est pas imprécis à des moments donnés, ou qu'il n'est pas clair, ou qu'il n'a pas les bons chiffres comme il le cite. Alors bon, le tout c'est d'aller chercher dans des organismes qui sont fiables à un certain degré ou à un certain pourcentage, et à partir de là, regarder si, je veux dire, il y a les données données par l'orateur et ceux corroborés par un institut, je veux dire, de sondage ou peu importe de statistiques, qui donnent les informations avec une certaine précision, s'ils ne sont pas plus précis que l'orateur. Voilà, donc le tout c'est d'entrevoir voilà, que le sujet peut être maîtrisé, même l'orateur peut se tromper sur certains points. Donc il faut toujours contrôler ça, vérifier et avoir un retour, un feedback. Voilà, ne pas tout croire, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, et qu'il faut avoir voilà, son système, son propre. Si l'auditoire doit avoir son propre système de pensée et de pouvoir raisonner et de se dire bon, s'il y a véracité ou pas des faits, si c'est vrai ou bon, etc.
Et donc on a un côté positif et réfléchi, des arguments avancés. Alors, l'orateur sera convaincu, ça d'office, puisqu'ici, il sera convaincu. Donc, il faut que l'auditoire le soit aussi. On aura la conviction dans l'échange. La conviction doit primer dans l'échange. Alors, quand je dis conviction, c'est aussi la sincérité. Sincérité, tout ce qui va avec l'honnêteté, la primauté, donc la primauté, la sincérité, l'honnêteté. L'honnêteté, je crois que c'est deux N. L'honnêteté, la primauté, et ainsi de suite. Donc c'est ce que doit faire ressortir l'orateur. Il doit être convaincant, sincère, honnête, et qu'il ait une certaine primauté. Et bien sûr, il doit connaître le sujet, l'argument. Donc dans le processus, il y a la connaissance du sujet, et voilà, que déjà l'orateur soit convaincu du sujet avant qu'il ne débat sur ou qu'il dévoile des informations sur le sujet. Il doit être lui-même convaincu avant de transmettre une quelconque idée ou pensée. Voilà. Et donc, il doit transmettre à un auditoire qui doit ressentir ce qui jaillit de l'orateur. C'est-à-dire, si l'orateur a l'air convaincant, ben, l'auditoire le percevra comme tel. C'est-à-dire, l'orateur sera convaincant. Si l'auditoire perçoit l'orateur comme étant sincère, ben, si l'orateur se montre sincère, l'auditoire percevra à grande chance une personnalité sincère qui sort de l'orateur. Bon, il y a toujours des personnes qui font fi de la réalité. Bon, ils se placent dans un... Voilà, ils sont bloqués. Je vous ai dit que il y a une histoire de conscience derrière tout ça. Il y a une histoire de conscience hein, dans un contenu. Il y a un contenu, d'accord, mais avec une conscience, des consciences personnelles. Des états d'âme personnels. Et donc, on a beau se faire percevoir par 90% de l'auditoire comme tel, il y a toujours 10% qui vont voilà, entrevoir, avoir une perception différente des 90% de l'auditoire. Alors bon, quand je dis 90%, c'est pas forcément 90%, mais voilà, c'est peut-être plus ou moins, je sais pas. Mais disons qu'il y a toujours une quote-part de l'auditoire qui ne sera pas convaincu par rapport à l'orateur ou qui auront une vue négative de l'orateur. Pour des raisons multiples. Hein. C'est pour des raisons multiples. Si par exemple, voilà, dans l'auditoire, il y a des personnes qui ne peuvent pas sentir l'orateur, ben, il a beau être convaincant ou sincère, honnête, ils vont se faire un blocage, ils vont considérer que l'orateur n'est pas convaincant, sincère, honnête, de par le fait que ouais, c'est simplement la conscience personnelle d'un membre de l'auditoire qui est bloqué. Il est dans une phase voilà, négative, voilà, elle est bloquée sur base de certains critères qui le bloquent pour éviter d'entrevoir voilà, l'orateur en tant que personnalité à valeur positive. Donc il peut avoir un blocage, hein, blocage de toutes sortes, culturel, blocage voilà, de tête, et la tête ne revient pas à une personne, donc on va dire tout ce qu'elle raconte la personne de l'autre côté n'est pas vrai, alors que bon, la personne qui est l'orateur, elle fait son possible pour dire toute la vérité. Or, une personne de l'auditoire néglige l'orateur, elle le néglige par un facteur de blocage qui serait un facteur de blocage parce que voilà, sa tête, enfin, il y a un facteur culturel qui ne le sied pas, ou un facteur, voilà, la tête ne lui plaît pas, ne lui plaît pas. Il y a quelque chose de non plaisant chez l'orateur qui fait que dans l'auditoire, il y aura
des personnes qui ont un comportement, voilà, des émotions négatives, notamment de blocage. Alors, dans les comportements, dans les sentiments, on peut avoir beaucoup de types de sentiments. Alors, peut-être calme, ému. L'auditoire, il y a des gens qui sont calmes, il y a des gens qui sont émus, il y en a qui sont pétillants, il y en a qui sont pas pétillants, il y en a qui sont un peu plus excités. Il y a des gens qui sont négatifs dans l'auditoire, il y a des gens positifs, il y en a qui ont une certaine forme de passivité, il y en a qui sont stoïques. Voilà, il y a des gens qui sont nerveux, il y a des stupides voilà, il y a des gênés, des gens qui sont gênés par un sujet ou l'autre. Il y en a qui sont désolés, voilà, parce qu'ils ont, pour une raison ou une autre. Il y en a qui sont taiseux, il y en a qui sont un peu plus bavards dans l'auditoire. Voilà, il y a des gens qui sont tristes, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont honteux, coincés, ennuyeux, il y en a qui sont ennuyés, voilà, et ainsi de suite. Et alors vous pouvez rajouter tout ça. Il y en a qui sont plus joviales, il y en a qui sont dépourvus, il y en a qui sont tardifs dans leur manière de, voilà, de raisonner, voire d'entreprendre voilà, une question ou de répondre à une question. Ils sont tardifs. Voilà, il y en a qui sont maniérés, il y en a qui sont obsédés, il y en a qui sont malmenés, il y en a qui sont décousus. Voilà, il y en a qui sont intransigeants, il y en a qui ont l'aspect guerrier, il y en a qui sont plutôt distants par rapport à l'orateur, voilà, et c'est comparse, ouais, parce qu'il n'y a pas que l'orateur, il y a aussi dans l'auditoire, entre personnes de l'auditoire, il peut avoir voilà, des émotions qui jaillissent. Alors, on va se dire ça comme ça. Et donc, le processus, le cheminement, c'est de connaître bien sûr à la base le sujet que l'on va traiter. Donc, généralement, on l'a traité. Si vous n'êtes pas attitré, vous pouvez le traiter, je veux dire, pour pouvoir en voir ses tenants et ses aboutissants, c'est-à-dire son contour. Pouvoir entrevoir son contour en le traitant, c'est-à-dire en l'étudiant. Vous pouvez étudier le sujet. On vous donne un sujet, vous devez le traiter. Alors, un sujet, c'est peut-être aussi une défense au tribunal. Vous devez défendre un dossier au tribunal, défendre un dossier au niveau de l'urbanisme, voilà, défendre un dossier au niveau de votre entreprise, défendre un dossier vis-à-vis de votre propre famille, et ainsi de suite. Bon, vous allez rencontrer des interlocuteurs, et les interlocuteurs, il faudra mettre en valeur, pour gagner, avoir gain de cause, il faut mettre en valeur certaines choses. Si vous ne les mettez pas en valeur, ben, vous ne serez pas reconnu en tant que personne qui pourrait gagner quoi que ce soit. Vous allez vers votre perte. Voilà. Donc en fait, donc s'il y a un orateur, si je reviens à l'auditoire, les éléments que je vous ai dit, ne prédisposent pas. Enfin, elle le prédispose avec un certain pourcentage de manière favorable par rapport à l'auditoire. Mais c'est pas coup sûr, comme j'ai dit, il peut avoir des aspects négatifs. Hein. Donc c'est pas à coup sûr que des moments où il est sincère, honnête, avec des connaissances, qu'il a une certaine primauté, qu'il a des arguments clairs, nets et précis, que ça va vouloir réunir tout un auditoire qui entrevoit ces aspects-là. Parce que, comme je l'ai dit, ces aspects qui sont dits favorables ne seront pas forcément vus tous de la même manière par l'auditoire, parce qu'il y a des consciences. Aussi bien l'orateur a une conscience que l'auditoire est constitué d'individualités avec leur propre conscience. Et donc ça ne prédispose pas favorablement à coup sûr l'auditoire, à coup sûr. C'est bien d'avoir tout ça, voilà, mais encore, faut-il voir que dans l'auditoire, il y a des gens qui sont nauséabonds, clairsemés, il y en a qui sont politisés. Vous parlez d'un sujet politique à un auditoire, que dans l'auditoire, il y a des gens qui ne sont pas de la même voilà, de valeur politique que vous, donc ils sont d'un autre courant politique. Mais à ce moment-là, c'est normal qu'il y aura, je veux dire, ce ne sera même pas des débats d'idées, parce que les débats d'idées, il n'y aura pas. Il y aura des contradictions, plus de contradictions, ce sera plutôt contradictoire, parce que s'il y a deux systèmes politisés, ils ne vont jamais se réunir, voilà, parce qu'ils vont rester chacun de son bord politique, et donc défendre à chacun on va dire, ses idées politiques, ses pensées. Donc, dans un auditoire, s'il y en a un qui vient d'un tel parti, qui est dans l'auditoire est constitué d'un autre parti, qui n'est pas complémentaire au parti, mais qui est
contradictoire aux parties, ben, ça va donner que de la contradiction. On a beau rester 4 heures, 10 heures ou 20 heures, ou même 10 jours, ça sert à rien. Je veux dire, c'est une discussion qui est, c'est un échange qui rime à rien, qui mène à rien, puisqu'en fait, chacun aura ses idées, et ça sera toujours comme ça, il n'y aura aucun échange d'idées valable. C'est-à-dire que l'un va se dire, oui, ces idées-là sont valables ou pas, puisque chacun va garder ses propres idées. C'est comme on va dire, il y aura un blocage, chacun aura ses propres idées qu'il ne voudra pas, je dirais, laisser tomber. Alors, bien sûr, dans l'orateur, comme je l'ai dit, il y a, dans le processus, il y a le message à transmettre, ses idées, son savoir-faire, son savoir. Donc il faut connaître le sujet, mais il y aura autre chose. Au niveau de l'orateur, il faut l'attitude. L'attitude, les gestes. Alors les gestes, bon, certains gestes qui sont, je veux dire, des tics, peuvent se voir facilement par, je veux dire, des personnes qui, dans l'auditoire, bon, s'amuseraient à regarder le comportement, je veux dire, de l'orateur. Il y en a qui n'ont que ça à faire, à la place d'écouter le sujet, et ils regardent comment la personne est. Ils regardent s'il est bien coiffé, ils regardent si ses gestes, sa gestuelle, ses regards, etc. Alors, ils regarderont peut-être même ses handicaps, parce que la personne, l'orateur, n'est pas forcément quelqu'un, je veux dire, n'est pas forcément à coup sûr une personne, je veux dire, qui est sans handicap, elle peut avoir un handicap, et certaines personnes dans l'auditoire, bon, s'amusent à regarder, je veux dire, voilà, voilà, s'amusent à regarder autre chose que le sujet. Ils se regardent, ils font une analyse, voilà, du comportement de la personne avec ses tics, ses tocs, voilà, et ses postures, ses gestuels. On va dire ça comme ça. Et donc, dans l'orateur, il y a une voix. Il y a une voix faible, une voix forte, une voix rude, etc. Bien sûr, il y a la façon d'être. Petit instant, parce que si la façon d'être, bien sûr, il y a l'habillement. Alors certains vont commencer à railler ou rire sur voilà, les soins corporels, c'est-à-dire la senteur. Bon, il y en a, ils vont mettre trop de parfum chez l'orateur, bon, ça va sentir trop fort. Et ça va peut-être déranger de certaines personnes dans l'auditoire. Quand ils vont sortir de l'auditoire, ils vont commencer à discuter sur les soins corporels. Par exemple, soit que la personne sentait mauvais, ou soit que la personne va mettre trop de parfum au quotidien. Soins corporels. Voilà. On peut se dire aussi, voilà, bien sûr, beaucoup d'autres choses peuvent intervenir, comme des gens, des personnalités qui vont avoir un air sérieux. Alors, c'est pas parce qu'il a l'air sérieux qu'il connaît le sujet. Ça veut rien dire, mais disons que des personnes avec des airs sérieux, un air sérieux, ben, c'est déjà mieux que d'être toujours rigolo 24 heures sur 24 alors qu'on traite d'un sujet sérieux. Voilà. Donc il y a l'air sérieux, il y a voilà, le sens de l'humour. Trop d'humour, ça ne va pas non plus. Trop sérieux, ça ne va pas non plus. Il faut un mélange des deux. Il faut un mélange des deux. Voilà, parce que quelqu'un qui rit toujours, à un moment donné, il fait des blagues, mais il n'y a plus personne qui rit. Parce que bon, voilà, c'est des blagues anodines. Euh, voilà, on peut rigoler au début et puis après bon, se fatiguer avec le rire et ne plus rire à un moment donné des blagues de l'orateur. Il y en a même certains vont se dire ouais mais on vient pas pour rire dans l'auditoire, ils vont se dire ouais bon euh, on vient ici pour du sérieux, pas pour rire. Mais euh, parfois de l'humour ça fait pas de tort. Hein. Ça fait pas de tort, mais pas trop. Il faut
Pas exagérer dans l'humour. Il faut avoir une certaine dose d'humour, mais pas de trop. Voilà. Donc, trop sérieux, ça ne va pas non plus. Je vous le dis tout de suite. Donc, il faut l'orateur, l'auditoire, voilà, et maîtriser le sujet et avoir une certaine forme d'attitude. Voilà, de gestes corporels, sens de l'humour. Voilà. Et pas exagérer dans tout ça. Avoir une forte attitude, voilà, ça ne va pas. Avoir une trop forte gestuelle, ça ne va pas. Ne pas avoir de gestuelle, ça ne va pas non plus. Avoir un regard perçant, ça ne va pas. Ne pas avoir de regard du tout, ça ne va pas. Voilà, avoir une voix très forte, ça dérange. Avoir une voix basse, ça se dérange aussi parce qu'on n'entend plus rien. La façon d'être, doit être normale. Donc, en fait, ce qui réunit tout ça, c'est on va demander une normalité. Mais qu'est-ce que c'est qu'une normalité? C'est ça le problème. Dans l'auditoire, je rappelle qu'il y a c'est cosmopolite. Et donc la normalité n'est pas reconnue par tout le monde. Pour certains, la normalité c'est quelque chose, pour d'autres la normalité c'est autre chose. On a un auditoire cosmopolite, donc rechercher la normalité c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc l'attitude, gestuelle, regard, voix, etc., façon d'être, habillement, air sérieux, sens de l'humour, etc., tout ça, c'est fort important. Alors on peut avoir aussi le sens de la répartie. Le sens de la répartie, on répond vite du tac au tac. Sens de la répartie. Ah. Alors si c'est un débat télévisuel, si on veut, je veux dire, on n'a pas un auditoire, on en a des auditeurs. Si c'est la radio, on a des auditeurs. Et donc, un débat sur un sujet au niveau de la radio, je vous rappelle qu'il y a toujours un timing. Et ça c'est quelque chose, je veux dire, très important à respecter parce que il faut convaincre un auditoire ou un auditeur en fonction d'un timing. C'est pas si évident. C'est pas si évident. Et il faut avoir du sens de la répartie. Il ne faut pas se laisser faire et laisser le dernier mot voilà, à une autre personne, si on fait un débat d'idées. Voilà. Donc il y a le fameux timing dans le processus qui rentre en jeu. Le fameux timing. Alors, dans tout ça, je vous rappelle que il ne faut pas perdre de vue que comment l'être humain perçoit son environnement par les 5 sens. Ce sont les 5 sens qu'on lui a attribués, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, oui, l'odorat, le toucher, j'en oublie un, parce que c'est 1, 2, 3, 4. La vue, oui, l'odorat, le toucher, bon, j'en oublie un. J'en oublie un, je mettrai en commentaire parce que je ne reviens pas sur le 5e. Enfin bref, la vue, ce qui fait, ça intervient au moins aux 3 quarts. Hein. La vue, ça intervient aux 3 quarts. Ensuite, ici, on a plus de 10%, ça intervient à 13% pour l'ouïe environ. Hein, voilà. Alors, l'odorat et le toucher, ça intervient environ 12%. C'est-à-dire c'est presque
celui de Louis. Bon, en tout cas, peu importe ces valeurs-là, parce que je mets des chiffres plus ou moins comme ça, mais en gros, la plupart du temps, c'est la vue qui a la plus grosse, le plus gros pourcentage, c'est la vue. On va se dire ça comme ça. Ensuite vient l'ouïe. Ceux qui travaillent beaucoup, c'est ces deux-ci. C'est ces deux-ci, c'est la vue et l'ouïe. Et donc, tous ces aspects-là, voilà, d'attitude, geste, regard, voix, façon d'être, etc., ben, sont perçus par la vue. Le sujet, il va être débattu au travers, voilà, par voie orale, donc ce sera l'ouïe. Donc la vue et l'ouïe font énormément. Et tout ça, bien sûr, ça rentre dans le cerveau. Bien sûr, ça rentre dans le cerveau humain. La vue et l'ouïe sera traitée dans le cerveau. Tous les 5 sens sont traités par le cerveau, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pour vous dire que la vue, oui, vont vite intégrer le cerveau directement. Voilà, et donc une bonne communication tiendra compte de toutes ces données, et bien sûr, et de l'orateur. Hein. Et de l'orateur. Toutes ces données. Donc la composante orateur, c'est très important dans un sujet traité, dans un processus de communication. L'orateur, je veux dire, a un rôle très important dans le processus de communication. Une communication ratée, c'est quoi? C'est un contenu raté, c'est une attitude ratée, c'est une gestuelle ratée, c'est un manque de voilà de c'est un manque de conviction. Un manque de conviction. C'est un sujet pas clair, pas net, pas précis, pas argumenté, qui ne possède pas, je veux dire, de documentation qui vient corroborer, je veux dire, les dires de la personne, parce qu'il faut des preuves aussi. Une bonne communication, c'est avec des preuves aussi. Hein. On vient avec des preuves pour corroborer ce qu'on raconte. Voilà, on vient avec des preuves. Et les preuves, bon, c'est des preuves documentées. Et pas des fausses preuves. Parce que des preuves peuvent être montées de toutes pièces, voire on se trompe, on va chercher, on croit que certaines choses, on va voir sur Internet, et on tombe sur un site où les preuves sont fausses, ou qui ne sont pas, je veux dire, des preuves du moment, de l'époque, mais d'une autre époque. Donc ça change tout. Parce qu'entre une époque et une autre époque, il peut y avoir beaucoup de changements. Donc on va aller voir les sources. Les sources, si elles sont factuelles, ou si elles sont, je veux dire, des sources d'un autre temps. Si elles sont d'un autre temps, c'est normal que vous fournissez des preuves d'un autre temps, et pas de cette époque-là. Donc le tout, c'est d'aller voir les preuves de cette époque-là. Maintenant, vous pouvez travailler sur de l'historique. Mais il faut dire que ça date de quand? Il faut dire ça date de quand? Si vous faites un sujet qui traite, je veux dire, d'un sujet des années 90, il faut pouvoir dire que vos sources sont des sources de ces années-là, et qu'il s'agit d'un sujet des années 90. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut aller chercher les sources de ces époques-là. Ouais, et donc, comme je vous ai dit, bon, le processus de communication va provenir beaucoup du fait de l'acteur qu'est l'orateur, de son rôle dans la communication. Le processus de communication, il est beaucoup fortement lié à l'orateur. Par exemple, s'il y a un orateur qui transmet des informations à un auditoire, l'orateur est fondamental dans le cadre de la communication. Si l'orateur, je veux dire, raconte des bêtises, l'auditoire le verra tout de suite. Enfin, du moins, si certains le voient, parce que certains ne peuvent pas percevoir que l'orateur ne raconte des bêtises. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut toujours des preuves, voilà, des documents qui
qui avance les choses qui avance les choses dites par l'orateur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il faut toujours des références qui ramènent vers des sources fiables et qui avancent les mêmes voilà, données que formulées par l'orateur. Et l'orateur, bien sûr, je vous rappelle, encore une fois, c'est un état de conscience. Hein. C'est un état de conscience, donc l'orateur peut se situer dans une de ces... Voilà, voilà. Si on l'attaque, si au départ il est calme parce qu'il croit faire bien bien traiter son sujet, c'est des gens qui commencent à discuter dans voilà, l'auditoire et qui font du bruit, et bon, le message passe mal, et que d'autres commencent à parler, et que plus personne ne s'intéresse voilà, au sujet, mais l'orateur va passer de calme à, on va dire, énervé. Énervé. Il va devenir nerveux. Voilà, parce qu'il voit que les gens ne suivent pas son sujet, et que, je veux dire, l'auditoire lui échappe. L'auditoire lui échappe. Alors bien sûr, il va peut-être être imaginatif. Il va imaginer bon, des situations pour réveiller l'auditoire. Une fois qu'il a réveillé l'auditoire, à ce moment, il va reprendre une certaine confiance. Voilà. Maintenant, il va peut-être s'impatienter vis-à-vis de certaines choses qui se passent. Voilà. Voire il va être gêné par des choses qu'il voit, ou honteux, voilà, ou alors il sera content, voilà, il sera triste de voir que les gens ne comprennent pas. Voilà. Donc à un moment donné, il va passer du stade bavard à stade taiseux. Je parle de l'orateur. Voilà, peut-être à un moment donné, il va s'isoler pour voilà, voir les choses d'une autre façon, se dire bon, je vais aller m'isoler 5 minutes, on va faire une pause. Il va aller réfléchir un petit peu pour pouvoir reconduire voilà, la discussion, peut-être en changeant certains aspects, en ne voyant pas certaines choses, parce que les gens ne comprennent pas. Voilà, il va aller directement vers le vif du sujet ou vers des discussions plus terre à terre. Voilà. Donc vous voyez que c'est un état d'âme que comment on appelle ça, l'orateur a, et que l'auditoire a. Alors l'auditoire, ça c'est mélangé. C'est mélangé. Il y a des gens qui sont voilà, nauséabonds, il y a des gens qui sont intolérants dans l'auditoire, des gens qui sont braves, il y a des gens qui sont voilà, atterrés par le sujet, ne comprennent rien, d'autres qui sont mis à mal parce que bon, ils comprennent en partie, mais voilà, d'autres, il y en a qui sont apeurés parce qu'ils pensent déjà à leur examen, alors que l'examen il est peut-être dans 4-5 mois. Il y en a qui sont malmenés parce que bon, ils te disent bon, ils arrivent à suivre, mais c'est difficile. Il y a des choses qui suivent, il y a des choses qui ne suivent pas. Voilà. D'autres qui tiennent, ils tiennent la conversation, mais ils ne lâchent pas l'affaire. Ils ne lâchent pas l'affaire. Ils restent toujours, on va dire, concentrés sur le sujet, malgré que c'est difficile d'avoir une concentration sur le sujet. Il y en a d'autres qui sont participatifs, hein, où ils participent quand il y a une question qui est posée par l'interlocuteur. Ben, il y en a qui vont essayer de tenter de répondre, même s'ils sont à côté de la plaque, ils vont quand même participer. Participer, c'est pas forcément répondre aux bonnes questions. Enfin, le professeur demande une question, ben, on essaie de participer en essayant de répondre. Maintenant, si on n'est pas à côté de la plaque, tant pis. Mais peut-être à côté, il y aura quelqu'un qui va avoir une idée par rapport à celui qui a donné une mauvaise réponse. Il va peut-être rétablir la réponse autrement, jusqu'à s'approcher de la bonne réponse. Voilà, donc le participatif, c'est pas parce qu'on vous dit une mauvaise réponse que voilà, ça n'aide pas l'auditoire. Ça peut aider l'auditoire parce que certains peuvent réfléchir, partir sur une base dite par la personne qui a donné son idée. Si c'est la mauvaise idée, ben, ils vont peut-être partir sur cette base-là en l'améliorant, et puis ils vont finir par trouver la réponse voilà, de proche en proche. Alors certains vont être abjects, voilà, et ils vont s'en foutre des sujets, euh, et ils vont le dire. Ils vont être abjects. Donc voilà. Euh, euh, il y en a qui vont transgresser voilà, la politique, je veux dire, formulée par l'orateur. Ils vont transgresser les règles dans l'auditoire. Et bon, il y a toutes sortes de personnes dans l'auditoire. Il y a toutes sortes de personnes. Donc,
Un schéma de communication, il faut globalement que le message passe. Mais il ne passera pas pour tout le monde, de la même manière que pour tout le monde. Il y en a qui s'en foutent d'écouter, ils n'écouteront pas. Voilà, et donc, la base de la base d'un schéma de communication, euh, enfin d'une bonne communication, c'est d'avoir un orateur qui est sûr de lui, au niveau de son contenu, sa conscience personnelle, et que l'auditoire soit propice à l'écoute, du message que véhicule l'orateur en tant que contenu argumenté, euh, euh, argumenté, bien sûr, documenté, qui sont avec apport de preuves, donc des arguments clairs, nets et précis, et fiables. Et fiables. Parce qu'il faut une certaine fiabilité, voilà, du contenu. Il faut qu'il soit fiable. Et donc un processus tient compte de tout ça, notamment entre un orateur et un auditoire. Je vous remercie.